Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour la deuxième fois en une semaine, je viens à nouveau d'enregistrer une vidéo sans enregistrer le son. Donc là, il faut que je recommence. Je suis en train de devenir complètement fou. Voilà, sachez-le. Alors fou, ça tombe bien parce que je vais vous parler d'un livre aujourd'hui, avant de commencer cette correction de géographie, qui s'appelle Sagesse et malice de Nasreddin, le fou qui était sage. Alors, qui est Nasreddin? C'est une sorte de personnage fictif extrêmement célèbre dans le monde arabo-musulman. Alors, il est appelé Nasreddin en Turquie, en Iran, au Pakistan. Et dans le monde arabe, on l'appelle Djeha ou Goa. Bon, voilà. Mais si jamais vous avez des parents ou des grands-parents originaires du Maghreb ou de Turquie, parlez-leur de Djeha ou Nasreddin. Demandez-leur s'ils ne connaissent pas des histoires parce qu'il est archi célèbre. C'est un petit peu le Jean de La Fontaine du monde arabo-musulman. C'est des histoires ultra connues, avec des morales à la fin, et qui est en même temps comique, parfois absurde, mais souvent très intelligent et qui fait beaucoup réfléchir. Alors du coup, à chaque début de vidéo, je vous lirai une histoire de Nasreddin. Alors la première histoire est un peu longue, mais je la trouve très intéressante, écoutez bien. Le fils de Nasreddin avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. Les gens vont se moquer de moi, disait-il sans arrêt. Son père lui répétait toujours qu'il ne faut pas écouter ce que disent les gens, parce qu'ils critiquent souvent à tort et à travers. Mais le fils ne voulait rien entendre. Nasreddin dit alors à son fils, « Demain, tu viendras avec moi au marché. » Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison. Nasreddin s'installa sur le dos de l'âne et son fils marcha à côté de lui. À l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis à bavarder. À la vue de Nasreddin et de son fils, ils s'exprimèrent. « Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie. Il pourrait laisser la place aux plus jeunes. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu? Demain, tu reviendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, Nasreddin et son fils firent le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. Le fils monta sur le dos de l'âne et Nasreddin marcha à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nasreddin et de son fils. « Regardez cet enfant! Il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu? Demain, tu reviendras avec moi au marché. » Le troisième jour, Nasreddin et son fils sortirent de la maison à pied, en tirant l'âne derrière eux. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux. « Regardez ces imbéciles, ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, lorsque Nasreddin et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation. « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu? Demain tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nasreddin et son fils arrivèrent au marché, portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatèrent de rire. « Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. » Et Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. » Et donc, je répète cette belle morale que je vous invite à vous approprier. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Voilà, ils critiquent à tort, à travers. Vous faites A, ils disent qu'il faudrait faire B. Vous faites B, ils disent qu'il faudrait faire A. Donc finalement, faites ce qui vous semble bon et juste à vous. Et comme ça, vous serez heureux et vous serez juste. Bon. Et puis à bientôt du coup pour la prochaine vidéo où nous ferons une autre histoire de Nasreddin. Mais maintenant, correction de l'étude de cas, page 272 sur la LGV Bordeaux-Paris.
Donc la première question, en quoi consiste l'aménagement de la LGV SEA pour Sud-Europe Atlantique? Bien, le but de la LGV est de réduire le temps de trajet entre Bordeaux et Paris, qui passerait de 3 heures à 2 heures. Et ces travaux nécessitent la construction de nouvelles infrastructures, et notamment de viaducs, c'est-à-dire viaducs qui permet de passer par-dessus de grands obstacles. Ça peut être une vallée, comme le viaduc de Millau, ou ça peut être un fleuve. Et donc une LGV, c'est pas juste réutiliser le chemin de fer préexistant et l'agrandir un peu, ça nécessite souvent de recréer entièrement un chemin de fer parce qu'il faut des câbles beaucoup plus lourds. Voilà, c'est une infrastructure beaucoup plus lourde que pour les trains classiques. Alors quels acteurs interviennent dans ce projet? Eh bien, il y a des acteurs publics, l'État, les collectivités territoriales, donc ça va des communes jusqu'aux régions en passant par les départements, et l'Union européenne. Donc ça, c'est de l'argent public. La LISEA, c'est une entreprise privée. Et la SNCF, qui est une entreprise privée, mais majoritairement détenue par l'État. Donc là, on va dire un acteur public-privé. Donc voilà, on a une collaboration finalement entre l'argent public et l'argent privé pour arriver à créer ces infrastructures. Relever les bénéfices que ça apportera à toute la région, eh bien ça permettra d'aider à développer l'économie de la ville de Bordeaux. C'est ce qu'on nous dit dans ce témoignage-là et dans ce témoignage-là. Faire venir des entreprises, des sièges sociaux d'entreprises. Et aussi, Luc, là, nous parle des défis environnementaux, puisque le train est un mode de transport quand même relativement peu polluant par rapport aux autres. Donc ça permet d'avoir des mobilités moins polluantes. Bon, après on peut soupçonner que cette source n'est pas parfaitement fiable parce que c'est d'après Lisa Express. Lisa Express, c'est justement l'acteur qui finance la moitié du projet de construction de cette LGV. Donc forcément, il va publier des témoignages qui lui sont favorables. Ça, c'est pour ceux qui aiment avoir un esprit critique. Et je sais qu'il y en a parmi vous. Alors, quelles inégalités la LGV réduira-t-elle? Eh bien, là, c'était le document que je n'ai pas pris en photo, mais c'est cette idée que, au-delà de la ville de Bordeaux, la LGV va aussi finalement désenclaver toutes les villes qui sont sur l'axe Bordeaux-Paris, qui vont du coup pouvoir en profiter. Et donc du coup, c'est toute la partie du littoral atlantique qui se retrouve finalement favorisée par cette ligne grande vitesse. Donc ça va finalement réduire cette inégalité qui faisait qu'il y avait un axe de ligne grande vitesse qui est de Paris vers le nord, vers Lille, Paris vers le nord-est, Strasbourg ici, le sud-est, ici ça part vers Lyon et puis Marseille, mais là, ça s'arrêtait à Tours jusqu'ici. Et puis toute cette partie-là, tout le sud-ouest, eh n'avait pas accès à une LGV qui les relierait à Paris. Donc ça vient aussi réduire cette inégalité-là. Alors, page 275 maintenant. Que prévoit le projet Euratlantique? Donc ça, c'est un projet de réhabilitation urbain d'un quartier, le quartier de la Gare, à Bordeaux. Eh bien, ce projet prévoit de créer des bureaux et des logements, et aussi des immeubles mixtes. C'est-à-dire, on parle là de mixité fonctionnelle, c'est quand vous mélangez dans un même immeuble des logements et des bureaux. Et ça a un grand avantage, c'est au niveau des migrations pendulaires. Les migrations pendulaires, on l'a déjà vu, c'est le fait que l'on se déplace le matin de son domicile jusqu'à son travail et le soir de son travail jusqu'à son domicile. Et comme généralement il y a des quartiers résidentiels où tout le monde habite et des quartiers d'affaires où tout le monde travaille, eh bien tout le monde fait le même déplacement à la même heure. Donc ça crée des embouteillages. Si on mélange habitation et lieu de travail, quand on crée ce que l'on appelle du coup cette mixité fonctionnelle, eh bien on réduit le besoin de mobilité. Et donc on limite les problèmes liés aux migrations pendulaires. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a aussi l'idée de relier ce quartier au reste de la ville, notamment à travers la ligne C du tramway. Il n'y a pas de métro à Bordeaux pour des raisons pratiques, ce serait très compliqué à creuser.
sans que ce soit recouvert par l'eau. Donc du coup, ils ont créé des tramways plutôt. Ça coûte moins cher. Alors, quels acteurs interviennent dans l'aménagement de ce projet? Eh bien, il y a des acteurs privés qui vont acheter les bureaux, acheter les logements, etc. Mais il y a aussi l'État qui va financer 11 millions de subventions publiques pour ce projet-là. Alors l'État, en fait, c'est les acteurs publics en général, parce qu'ils vous disent 35% de l'État, 35% de la communauté urbaine de Bordeaux. La communauté urbaine de Bordeaux, c'est une communauté d'agglomération, comme nous avons avec Castres-Mazamet, hein, c'est quand plusieurs communes s'allient pour financer des choses ensemble. Et puis après, il y a les communes seules qui financent ça. Bordeaux, 20%, et 10% pour la ville de Bègles et Floirac, qui y participent aussi. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on voit que des communes situées en banlieue de Bordeaux vont quand même financer un aménagement pour Bordeaux, mais parce que ça leur bénéficie aussi. Il y a des gens qui habitent à Floirac, qui habitent à Bègles et qui vont peut-être aller travailler à Paris, ou inversement, des Parisiens qui vont travailler à Bègles. Bon. Donc ça peut donner une attractivité, y compris pour les territoires situés en banlieue de Bordeaux. Alors relever quels avantages cet aménagement, quels sont les avantages de cet aménagement pour Bordeaux. L'idée, il est surtout d'attirer de nouveaux investisseurs, d'attirer des entreprises. C'est ce qui est dit là, hein, le rayonnement national et européen. Il est de réhabiliter ce qu'ils appelaient les friches ferroviaires. Les friches, c'est un territoire qui n'est pas exploité, qui est à l'abandon. Et très souvent, dans les villes, le quartier de la Gare est un quartier plutôt défavorisé, c'est un quartier ancien mais qui n'est pas réhabilité. C'est le cas à Castres d'ailleurs, hein. Et c'était le cas aussi à Bordeaux. Donc l'idée, voilà, c'est de réutiliser ces friches-là pour en faire quelque chose. Et pour en faire un quartier qui offrerait une mixité fonctionnelle, donc on mélangerait des bureaux et des logements, et une mixité sociale. La mixité sociale, c'est mélanger dans un même immeuble des catégories sociales défavorisées et des catégories sociales plus riches au contraire. De manière à éviter ce sentiment d'exclusion où il y aurait un quartier pour les pauvres, un quartier pour les riches. Ça crée de la tension. Donc aujourd'hui, quand on réaménage des villes, on essaie de favoriser cette mixité sociale. Et c'est pas si compliqué. Il suffit finalement dans un immeuble de créer des studios à 100 000 euros, accessibles aux populations les plus pauvres, 100 000, 150 000, et des appartements beaucoup plus grands à 400 000, 500, 600 000 euros qui, eux, du fait de leur coût, vont attirer des populations plus riches. Et donc là, vont se côtoyer des personnes de milieux différents. Et le troisième point, c'est dit là et un peu là dans l'idée de conception durable, c'est favoriser le plus grand mode de transport différent dans Bordeaux, de manière à ce que chaque personne, pour ses déplacements, puisse utiliser le mode de transport qui lui va bien. Et ça, c'est le projet de ce qu'ils appellent la plateforme d'échange multimodal. Une plateforme multimodale, dans multimodal, vous avez mode. C'est quand vous pouvez utiliser à un même endroit plusieurs modes de transport. Et vous voyez que là, il y a des arrêts de bus, de tramway, bon, il y a des trottoirs pour les piétons, des pistes cyclables pour les vélos, des places de stationnement pour les voitures et les taxis. Donc, on essaie de mélanger, de manière à ce que j'imagine que voilà, un Parisien va travailler à Bordeaux, il ne va pas forcément travailler dans le quartier de la Gare. Donc, une fois qu'il a pris le train, qu'il est arrivé à la gare de Bordeaux, il lui faut se déplacer jusqu'à son bureau. Donc, est-ce qu'il va prendre un vélo en accès libre, là, ces vélos sur les bornes? Si c'est un petit peu plus loin, est-ce qu'il va prendre le bus, le tramway? Enfin voilà, il va falloir qu'il utilise plusieurs modes de transport pour faire son déplacement de A à Z. Et l'idée, c'est qu'on essaye d'utiliser des modes de transport les moins polluants possibles. À Castres, près de la gare, justement, ils ont aussi créé ce qu'ils appellent une plateforme multimodale. Sauf que dans les modes de transport, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Il y a le train, normal c'est une gare. Il y a des places de stationnement pour la voiture. Il y a une vieille piste cyclable, donc ils disent voilà le vélo. Des trottoirs pour les piétons. Voilà, des places pour les taxis. Voilà. Mais ils ont quand même appelé ça une plateforme multimodale pour souligner le fait qu'ils voulaient là rassembler le trafic finalement et que chacun, une fois qu'il arrive à la gare, utilise le mode de transport qui lui convient le mieux pour finir son déplacement. En ce sens-là, les plateformes multimodales sont souvent des hubs, comme on l'a vu au chapitre précédent. Un hub, c'est un endroit qui concentre le trafic et puis qui le répartit. Eh bien écoutez, j'espère que cette correction vous a plu. J'espère surtout que l'histoire de Nasreddin vous a plu. Il y en aura
une à chaque début de cours. Et donc, comme on va être confiné pour quelques semaines encore, ça va nous faire quelques petites histoires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite du cours de géographie.